Bonjour Pascal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc oui, je m'appelle Pascal Bernard, je suis enseignant en classe préparatoire école de commerce à Aix-en-Provence, à la Nativité. Alors je suis correcteur aussi HECEM Lyon et Écricom, en culture générale. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que la première année, c'est vraiment une nécessité pour se préparer du point de vue méthodologique. C'est vrai qu'on aborde des thèmes multiples et variés en première année, qui ne correspondent pas forcément évidemment au thème de deuxième année. Mais tout ce qu'on fait en première année, au niveau méthodologique, bien sûr, c'est un acquis pour la deuxième année et c'est très très important pour eux. Voilà. Et comment justement on construit une dissertation de culture générale? Ça on l'apprend dès la première année. Pour Voilà, certains, c'est ça. c'est nouveau, on ne l'a pas fait justement au lycée. Ouais. Comment on doit construire, comment on apprend en fait à réaliser une dissertation? Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est en travaillant et en s'exerçant que progressivement on arrive à comprendre un petit peu quelles sont les attentes par rapport à un sujet et comment on peut construire concrètement une dissertation. Il y a trois grands axes, hein, trois parties pour le développement, une introduction et une conclusion, ça reste un petit peu toujours la même chose, mais après évidemment il faut s'adapter au sujet et il y a des manières d'interroger le sujet qui sont plus ou moins techniques et plus ou moins déterminées. Et justement, on dit qu'il est important de travailler le thème, mais pas que le thème, d'où aussi l'intérêt de travailler la culture G dès la première année, parce que finalement, le sujet, et chaque année c'est ce qui tombe, c'est en fait la civilisation du désir, les blessures de la mémoire, donc des thématiques, des notions finalement qui ne se rapprochent pas au thème. Comment on arrive à appréhender les concours, sachant que en fait, il n'y a pas que le thème qu'il faut apprendre, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour. Tout ce qui gravite autour. La première année, ce n'est pas uniquement l'acquisition de la méthodologie, c'est aussi effectivement un contenu avec des thèmes sur l'État, la religion, je ne sais quoi d'autre. Et ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est que ces thèmes qu'on travaille en première année peuvent faire l'objet, bien sûr, et être réintégrés dans une étude du thème en question. Effectivement, le monde, voilà, je peux très bien aborder la question du monde du point de vue politique, et dans ce cas-là, si on a travaillé l'État, qu'est-ce que c'est que la politique? Eh bien, évidemment, ça aide à clarifier, à travailler de manière transversale un aspect de la notion de monde. Disons que dans un premier temps, je m'interroge sur l'existence du monde. Est-ce que le monde existe? Parce que c'est quelque chose qui revient constamment. On a le monde en général. L'an dernier, c'était un verbe, donc aimer, mais d'habitude, on a un substantif avec un article défini devant. Donc le monde, la question est de savoir, est-ce que le monde existe? On sait on peut parler peut-être d'une pluralité de mondes, mais la question est de savoir si on peut dégager à partir de cette pluralité des éléments communs qui nous permettraient de définir le monde en tant que tel. Donc moi je démarre sur cette question, le monde existe-t-il? Ou est-ce que ce n'est qu'un mot? Et ensuite, dans un deuxième temps, j'envisage aussi la question de la pluralité des mondes, en montrant que l'existence du monde étant problématique, peut-être qu'il faut envisager finalement se focaliser sur une pluralité des mondes, qui est aussi quelque chose de problématique, hein, parce qu'une pluralité de mondes, ça veut dire que c'est des mondes qui d'une manière ou d'une autre, ne communiquent pas ou ne sont pas réductibles les uns aux autres. Voilà, donc j'aborde ça dans une deuxième partie d'un point de vue physique, logique et aussi anthropologique. Et puis je termine l'année sur des questions, je termine l'année sur la question du cosmopolitisme, qui est quand même centrale, il me semble, et aussi la question écologique. Voilà, c'est un petit peu la colonne vertébrale de mon cours, mais enfin, tout n'est pas prêt, hein, mais déjà, on va dire que c'est les grandes lignes du chantier. Déjà, il faut travailler la notion de monde, puisque c'est c'est la notion lourde, puisque c'est la notion de l'année. Donc il faut essayer de mettre en perspective ces différents sens possibles et essayer de les exploiter pour bâtir un plan, justement. Et puis il y a le verbe connaître, bien sûr. Hein. Connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument essayer de définir la question de la connaissance. Un travail qui peut être intéressant, c'est de se demander si on peut connaître le monde ou si on ne peut pas, ou on peut seulement le penser. Hein. Donc c'est une distinction kantienne qui peut être utilisée aussi, qui peut être intéressante. On peut très bien dégager sur une première partie, essayer de montrer en quel sens on pourrait envisager de connaître le monde et à montrer les limites, et puis montrer que si on ne peut pas connaître le monde, peut-être qu'on peut envisager de le penser. Voilà, il y a toutes sortes de choses, mais c'est toujours le même principe, c'est comment je prends en charge les termes du sujet, je mets en lumière leur ambiguïté, et j'utilise cette ambiguïté pour essayer de construire le plan. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'excellence, c'est de construire un plan à partir d'une lecture approfondie et complexe du sujet lui-même. Si on arrive à faire ça au concours, on peut tout de suite arriver à des notes très très intéressantes. Connaître le monde, ça voudrait dire être capable de le définir, capable de lui donner certains attributs. Hein. Donc voilà, le monde c'est quoi? C'est une réalité ordonnée, c'est la totalité du réel, c'est quelque chose de commun, par exemple trois propriétés. Hein, là.
que je n'ai pas inventé, hein, j'ai trouvé chez Francis Wolff en particulier, dans son œuvre Dire le monde, où est-ce qu'on ne connaît que des fragments, que des choses assez partielles, et qu'est-ce qui nous garantit finalement qu'au-delà de cette connaissance de certains fragments de la réalité, est-ce qu'on peut prétendre justement, à partir de là, connaître le monde dans sa globalité, hein? Je pense que ça c'est une question quand même qui est intéressante. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc plutôt renoncer à l'existence du monde et plutôt envisager la thèse sur laquelle le monde serait plutôt une idée, au sens kantien, une idée cosmologique? C'est une façon de procéder, c'est pas la seule bien sûr, et donc envisager la thèse sur laquelle le monde serait l'objet de la pensée, non pas de la connaissance. Ça pourrait faire deux parties qui seraient intéressantes à mettre en œuvre, mais évidemment il n'y a pas de plan type, hein. Donc après on peut évidemment envisager les choses de différentes manières, et après peut-être dans un troisième temps essayer de se tourner du côté peut-être de la phénoménologie pour essayer de montrer que connaître le monde, c'est peut-être finalement être en prise avec lui, c'est le prendre et être pris par lui, et que ça implique l'impossibilité de le totaliser justement, et de l'englober dans nos propres concepts et dans nos propres mots. L'accroche, moi ce que je conseille à mes étudiants, hein, c'est de faire des fiches, de se préparer une dizaine, une quinzaine de fiches de références philosophiques, littéraires, artistiques, et avec cette quinzaine de fiches, avec vraiment le souci de couvrir un maximum de champs conceptuels. Normalement, avec ces quinzaine de fiches, on peut traiter n'importe quel sujet. D'ailleurs, on peut très bien envisager de traiter 3 sujets différents avec 2-3 références différentes, voire même peut-être qu'avec une seule référence, si elle est assez riche et qu'on est capable de l'exploiter de la bonne manière. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut quand même élargir un peu le champ des références, les préparer, et s'entraîner ensuite constamment dans l'école, les DS, le concours blanc, se dire tiens là comment je vais pouvoir placer cette référence, comment je vais pouvoir l'utiliser. Je peux la mettre en accroche, je peux la mettre dans le développement. Mais vous voyez, une fois que j'ai une quinzaine de références, essayer de les mettre à chaque fois, les faire intervenir constamment dans mon travail préparatif. Alors moi, ce que je demande à mes étudiants, c'est de faire une accroche qui consiste donc en une référence. On essaie de raconter quelque chose déjà pour capter l'attention du correcteur, hein, une histoire. Alors il faut que ce soit bien maîtrisé, il faut que ce soit bien synthétique, et que ça amène explicitement le sujet. C'est-à-dire votre accroche, elle doit amener le sujet, hein. Par exemple, ce matin, on a travaillé, j'aurais donné un sujet sur l'expérience instruit-elle. J'ai commencé je voulais dans la première partie montrer en quel sens on pouvait contester la thèse selon laquelle l'expérience nous instruit. Donc j'ai commencé par Descartes, c'est normal, c'est un rationaliste, et j'ai commencé en évoquant la façon dont Descartes considérait que les sens étaient trompeurs. Et de cette citation-là, j'en ai posé la question suivante, hein, ne faut-il pas, donc, à la suite de Descartes, considérer que l'expérience n'est en aucun cas susceptible de nous instruire? J'ai amené mon sujet, vous voyez, donc ça a découlé de manière très logique de ma référence. Et ensuite, je bâtis ma problématique où, alors là, c'est un sujet qui se présente plutôt en thèse-antithèse. Attention, hein, il faut bien dire aux étudiants que tout sujet ne se présente pas de cette manière-là. La grande majorité quand même des sujets peuvent être traités en thèse-antithèse. Et à partir de là, je pose ma problématique. En quel sens on peut penser qu'effectivement l'expérience est un obstacle qui nous empêche de nous instruire, et en quel sens on peut penser l'inverse, hein? Je leur dis souvent, c'est comme deux personnes qui discutent, il y en a un qui dit blanc, l'autre noir, mais l'un dit blanc parce que il invoque une raison, un argument qui lui paraît solide, et l'autre dit noir parce que, et il invoque aussi un argument qui lui paraît solide, et donc on est en présence de deux personnes qui ne sont en désaccord, mais qui ont chacun apparemment une bonne raison de penser ce qu'ils pensent. Et c'est là où on est confronté à un problème. Comment peuvent-ils avoir raison tous les deux, se contredire, puisque la contradiction, justement, n'est pas de l'ordre du rationnel. La rationalité exclut la contradiction. Et c'est là où le problème surgit. Vous voyez, et c'est parce qu'il y a de part et d'autre un argument qui est amené et qui sera bien sûr développé et déployé dans le développement. Évidemment, ici, on ne fait que le suggérer. Alors, annonce de plan, pour moi, ce n'est pas obligatoire, mais surtout annonce de plan, si on l'a fait de manière très fluide, très rapide, et surtout, on évite dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps. Il faut être capable, en 2-3 lignes, de donner les grands axes, hein, de ce que l'on va faire, sachant que la problématique, si elle est bien posée, vous a déjà donné, on sait déjà à peu près ce que vous allez faire, hein, donc le travail est déjà un petit peu fait.
Je pense que l'attente principale, c'est de savoir est-ce que le sujet, est-ce que le candidat ou la candidate se préoccupe du sujet qui est posé déjà, ou est-ce que le sujet n'est qu'un prétexte si je peux dire, à réciter son cours. Et donc moi, ce que je regarde, la première chose qui vraiment m'importe, c'est de savoir est-ce qu'on est concentré sur le sujet, est-ce qu'on se bat en quelque sorte avec le sujet, parce que le sujet est difficile, et est-ce qu'on on a vraiment l'impression que quelqu'un cherche à analyser ce sujet, à l'interroger de multiples manières pour faire progresser sa réflexion vers une solution, ou pas de solution d'ailleurs, ça dépend, mais au moins cette idée de combat avec le sujet. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Et le deuxième point qui est lié au premier, c'est le fil conducteur. Je dis toujours à mes étudiants, est-ce qu'il y a un fil conducteur dans vos propos ou est-ce qu'on est perdu parce que dans une copie on est perdu, à un moment donné on est là, après on est là, mais on ne sait pas pourquoi on est passé d'un point à l'autre. On ne sait pas vraiment d'où on vient, où on va. Et donc ces copies en général ont beaucoup de mal à passer la moyenne, en principe. En revanche, si on a une copie construite, même s'il y a des maladresses, même si des fois c'est un petit peu superficiel, qu'on a bien une copie construite, on arrive quand même à suivre pas à pas, si je puis dire, la réflexion de l'étudiant ou de l'étudiante. Là, en principe, c'est des copies déjà qui commencent à être intéressantes et qui sont généralement au-dessus de la moyenne. Pour arriver vers 14-15, il faut déjà avoir une bonne maîtrise méthodologique, bien avoir quand même avoir fait ce travail, comme je vous ai parlé, l'analyse, la prise en charge du sujet, la volonté de construire un fil conducteur. Et après, bien sûr, il y a la profondeur des références, la maîtrise que vous avez sur une référence. Moi, je disais à mes étudiants, mes étudiantes, on ne vous demande pas de connaître Kant, quasiment personne ne connaît Kant dans sa totalité, mais je vous demande juste de connaître bien la question des idées cosmologiques, par exemple tel passage à critique de la raison pure, un texte, deux textes, et on travaille, et là je vous demande de le comprendre parfaitement et de faire une fiche qui résume l'essentiel de ce passage pour être capable au moment du concours de l'utiliser sans chercher, sans vous poser la question mais qu'est-ce que Kant disait là-dessus, etc. Tout de suite on a la référence et une fois qu'on a fait le travail d'interrogation du sujet, on place cette référence, elle est toute prête, le plat est chaud, on le met et on n'a pas de temps à perdre sur les références elles-mêmes. Donc des références maîtrisées, approfondies, du style, quand même. Il faut quand même que, voilà, on ait quand même une qualité d'écriture assez importante. Et puis, bien sûr, un peu de souffle aussi, quand même. Il y a des copies, voilà, il y a du souffle. Alors ça, c'est très difficile de savoir comment on acquiert ce... Je pense qu'on l'acquiert par le travail. Plus on travaille, plus on maîtrise la chose, et plus on maîtrise la chose, plus c'est vivant et plus ça nous élève. Il y a une forme d'élévation au contact de certaines copies. Et je voulais dire aussi, moi je suis plutôt de formation philosophique, mais encore une fois, il y a des correcteurs qui sont profs de lettres, et qu'il y a des moments, moi j'ai des très très belles copies, avec des belles envolées littéraires, et moi, en tout cas, évidemment, j'espère que c'est le cas de manière inverse, moi ça ne me dérange pas, bien au contraire, d'avoir des copies où on trouve de nombreuses références littéraires, à condition qu'elles soient exploitées, bien sûr, et restituées de belle manière, on va dire. Merci Pascal. Merci.